Bien le bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc pour ce point de marché du mercredi 15 août 2018. Aujourd'hui, l'inflation du Royaume-Uni et les ventes au détail américaines seront les rendez-vous majeurs de la journée dont les investisseurs seront attentifs. Alors sans plus attendre, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IGF fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors voici le briefing de l'actualité. Concernant la Turquie, eh bien en réponse au doublement des tarifs américains sur l'acier et l'aluminium, le président Erdogan a déclaré que la Turquie boycotterait les produits électroniques des États-Unis tels que les iPhones et doublerait les tarifs sur les importations de voitures, d'alcool et de tabac américains. D'un point de vue macroéconomique, en Chine, on a les prix moyens des maisons neuves qui ont augmenté de 5,8% sur une année en juillet, soit la plus forte hausse en 10 mois. Sur une base mensuelle, les prix des maisons neuves ont augmenté de 1,1% par rapport au mois de juin, ce qui est le rythme le plus élevé depuis octobre 2016. Alors pourquoi j'indique cela? Alors tout simplement parce que le gouvernement chinois, euh, il rencontre quelques difficultés. Vous savez que tout n'est pas vert ou enfin blanc ou noir. Euh, la politique fiscale, budgétaire, oui, plutôt fiscale et économique de la Chine euh, tend, essaye de stimuler l'économie sans pour autant faire trop augmenter les prix de l'immobilier sous risque de créer une bulle et c'est on va dire ce qui est le cas, les prix de l'immobilier je ne dirais pas flambent mais progresse, croît très très rapidement en Chine, alors qu'on voit que l'économie chinoise, finalement, elle n'accélère plus. Il y a plus d'inquiétudes sur un ralentissement. Donc c'est pour ça que c'est important de surveiller les prix des maisons neuves parce que finalement ça permet de eh bien d'anticiper ce que pourrait faire ce que pourrait décider la Chine finalement, des restrictions peut-être sur le marché immobilier ou alors des changements dans la politique monétaire tout simplement. En zone euro, on a la seconde estimation de la croissance qui a été revue à la hausse à 0,4% pour le second trimestre, soit le même rythme de la croissance du premier trimestre. Concernant le Brexit, alors on a Reuters qui a rapporté que Liam Fox, secrétaire d'État au commerce international, a déclaré que tout le monde doit se préparer à la possibilité d'un Brexit chaotique sans compromis. Alors personnellement, je pense que le scénario d'un hard Brexit a été quand même pas mal pricé dans le prix. De ce fait, je pense que le potentiel baissier de la livre me semble assez limité. Dorénavant. On voit que ça fait quand même plusieurs semaines, on va dire depuis le début de l'été, où on n'a pas vraiment l'impression qu'on va avoir un soft Brexit. Donc voilà, le marché euh, s'est bien préparé, je pense. Alors peut-être pas à 100%, mais on voit bien que les titres d'un hard Brexit ne sont plus facteurs de volatilité sur le pound. On le voit par exemple chez PPUSD, à la suite de cette information-là, on n'a pas vraiment eu de volatilité, on n'a pas eu le pound qui a décroché de 1%, alors que c'était le cas il y a de cela encore un mois. Rappelez-vous qu'on avait eu la démission de Joris Bonson et je ne sais plus qui du second membre du cabinet, eh bien on avait le pound qui avait vraiment baissé, qui avait rejoint près de 1,30 avant de rebondir sur ce seuil. Là on voit que les titres de hard Brexit ne font plus vraiment d'effet. Donc de ce fait, est-ce qu'anticiper une hausse de la livre n'est pas raisonnable? Bien personnellement, je pense que c'est plutôt envisageable. Alors peut-être pas face au dollar, étant donné que le dollar, il y a un rapatriement des fonds, de la liquidité venant des pays émergents qui donc soutiennent mécaniquement le dollar. Mais GBP-UD, GBP-NZD, comme vous savez, la UD et le NZD sont deux devises que j'apprécie particulièrement pour vendre. Et bien, ça pourrait être des devises haussières assez intéressantes sur du moyen terme. Et enfin, au niveau, on retourne sur la macroéconomie, cette fois sur le Royaume-Uni. On a le rapport de l'emploi du mois de juin qui a montré que le taux de chômage est tombé à 4%. Soit le taux le plus bas depuis 1975. Toutefois, il y a une décélération de la croissance des salaires à 2,4%, son niveau le plus bas en 9 mois. Et si on regarde la croissance des salaires réels, c'est-à-dire en enlevant, en soustrayant l'inflation, parce que finalement l'inflation c'est perte de pouvoir d'achat. Donc c'est pas parce qu'on a la croissance des salaires, si la croissance des salaires ne dépasse pas l'inflation, on n'a pas vraiment une hausse du pouvoir d'achat. Et donc pas de hausse de la consommation.
Donc, enfin, il n'y a pas que cela. Il y a évidemment le crédit également qui permet de jouer sur la consommation. Mais concrètement, si la croissance réelle ne dépasse pas l'inflation, on va pas avoir de hausse de la consommation. Et finalement, la croissance des salaires réels, on appelle ça réel lorsqu'on retient l'inflation, eh bien, elle est négative. C'est-à-dire qu'en fait, on a une perte du pouvoir d'achat, malgré la croissance des salaires. Alors bonjour à vous Luc, j'espère que vous allez bien. Raymond, que je salue également. Frédéric, Dany, Stéphane, bonjour à vous. François et la mec également. Alors pour information, nous sommes le 15 août, c'est férié en France. Toutefois, les volumes seront globalement similaires, mis à part le CAC 40 où généralement quand voilà, la bourse de Paris est fermée, eh bien on a la moitié des volumes. On a la moitié des volumes en moins. Donc le CAC devrait être moins volatile que ses voisins européens, mais sinon à part cela, rien ne devrait changer sur le forex. Sur le forex, sur les matières premières, ça ne changera rien. Voilà, il y a que la bourse de Paris où là il va avoir des volumes beaucoup moins importants. Mais à part cela, voilà, on s'attend à une journée globalement classique en termes de volume et volatilité. Voici le résumé de la séance américaine et asiatique. Alors, pardon, j'ai toujours pas modifié, c'est pas vendredi soir, je vais faire ça maintenant. Alors. Voilà, donc hier soir, DXY en hausse, Dow Jones, S&P, Nasdaq en hausse également. Le rendement du 10 américain qui prend un point de base, qui revient à 2,90 après l'avoir quitté en fin de semaine dernière. Ce matin, on a le yen qui reprend sa hausse après une journée, je vous rappelle hier, de baisse. De baisse, oui, c'était finalement hier une journée de transition, même si c'était plutôt mix. On va dire qu'on avait de l'appétit peu au risque, appétit peu au risque moins. Il y a appétit peu au risque plus, on va dire, où là il y a vraiment un rebond des valeurs à rendement et à risque élevé. Hier, on avait plutôt on va dire un rachat de position, quelques acheteurs qui avaient fait monter les valeurs risquées et à l'inverse baisser les valeurs refuge. Mais on voit que finalement les rebonds sont beaucoup moins importants déjà en termes de volatilité et sont beaucoup moins nombreuses en termes de séances. Donc, de ce fait, on sait que la tendance est pour le moment clairement baissière, enfin, est plutôt en faveur des devises, des valeurs refuges. Mis à part le gold, qui, comme vous savez, est écrasé par la hausse du dollar. Dollar DXY qui a inscrit un plus haut de 14 mois, il me semble, hier. Le nickel Hang Seng en baisse, donc on voit bien qu'on a finalement, je dirais, de l'aversion plus risque. On a les marchés actions américains qui sont complètement déconnectés des marchés internationaux, c'est-à-dire que les États-Unis sont plus que les seuls à réellement progresser. On regarde l'Asie en baisse depuis le premier trimestre, l'Europe, ça fait depuis maintenant quelques semaines qu'on a une baisse, alors on a eu une hausse grâce à la publication des résultats au mois de juillet, mais finalement on reste toujours en dessous des sommets de l'année qui ont été inscrits. Alors pour le CAC, il me semble c'était vers avril de mémoire, alors que vous voyez Nasdaq, S&P, Nasdaq, S&P, ils sont au plus haut, ils sont au plus haut historique. Donc voilà, on a un marché européen qui on va dire est compris entre les marchés émergents et le marché américain qui on va dire le marché action américain c'est un petit peu le marché action refuge. Ça peut paraître paradoxal dit comme cela, mais finalement euh, si on a les marchés américains qui sont en baisse, on a de très très fortes chances d'avoir les marchés internationaux qui sont en baisse. Alors que alors que ce n'est pas le contraire. Si on a les marchés internationaux en baisse, ça ne veut pas dire forcément qu'on aura une baisse des marchés américains. Voilà, et au niveau du calendrier économique, comme vous pouvez constater, on a à 10h30 les chiffres de l'inflation du Royaume-Uni avec l'IPC harmonisé qui sera important, l'IPC annuel également et l'IPC core qui est également ici sur ce calendrier appelé hors essence et produits alimentaires. Donc attendu, vous voyez, l'inflation core inchangée à 1,9 pour l'IPC annuel en légère hausse, pour l'IPC harmonisé à 2,3%. Alors quelle est la différence entre l'IPC harmonisé et l'IPC normal? L'IPC classique c'est publié par l'agence statistique du Royaume-Uni, alors que l'IPC harmonisé c'est publié par Eurostat, donc une agence européenne, ce qui permet, vous savez, d'avoir un petit peu une idée de l'inflation finalement en Europe, parce que Eurostat publie également l'IPC harmonisé de la Suisse.
voyez. Alors que la Suisse ne fait pas partie de la zone euro. Donc voilà, Eurostat ne s'occupe pas que des pays de la zone euro, s'occupe globalement des pays de l'Europe, de l'Union européenne. Donc voilà, l'IPC harmonisé sera tout aussi important que l'IPC classique, que l'IPC pardon publié par l'agence britannique et donc attendu à 2,5%. Donc 10h30, nous aurons ces publications d'inflation du Royaume-Uni et ensuite ce sera à 14h30 le prochain rendez-vous avec les ventes au détail. Alors ventes au détail hors automobile et essence, c'est les ventes au détail corps, hein, attendues en hausse de 0,4%, et les ventes au détail avancées. Alors les ventes au détail avancées, c'est important parce que c'est également sujet, ça précède, ça permet d'avoir une indication sur l'inflation. Si on a les ventes au détail qui augmentent, ça veut dire hausse de la consommation des particuliers et donc probablement une hausse des prix, de l'inflation. Voilà, donc si les ventes au détail progressent, vente au détail c'est un indicateur, on va dire leader, qui permet d'anticiper les prix de l'inflation et la croissance. Donc voilà, je ferai un article éducatif là à ce sujet sur les indicateurs leaders et les indicateurs, on va dire classiques et les indicateurs latents. Par exemple, la publication du PIB, c'est un indicateur latent qui finalement n'a pas vraiment d'impact sur les marchés. Vous voyez, alors que, à part la première estimation, mais la première estimation n'est pas un indicateur latent, c'est la dernière estimation du PIB qui est un indicateur économique latent. Et tout ce qui va être indicateur économique, on appelle ça leading indicators en anglais. Donc il n'y a pas vraiment de traduction en français, mis à part voilà, indicateur leader, mais bon, ça c'est pas forcément compréhensible. Donc indicateur leader, aux États-Unis, on a l'indice de confiance du Michigan. Nous avons les ventes au détail. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons tout ce qui est indicateur de confiance des ménages, des entreprises. Donc c'est l'indice de Michigan, mais l'indice de Michigan c'est que des consommateurs. Donc voilà, on va y voir également la production industrielle, qui va être un indicateur leader, mais qui a pas beaucoup d'impact sur les marchés. Donc ceux qui ont de l'impact et qui sont leaders, c'est les ventes au détail surtout, les ventes au détail et les indices de confiance. Et les PMI, pardon. PMI, c'est des indicateurs de leader, il me semble. Peu importe, donc nous avons deux rendez-vous dans notre calendrier d'aujourd'hui, c'est 10h30 et 14h30. Ensuite, il y aura quelques publications, dont notamment les stocks de pétrole, comme tous les mercredis à 16h30, mais vous voyez qu'ensuite, ça sera pas très important non plus, ce qui va être publié entre les deux. Voilà, donc on passe tout de suite à l'analyse technique. Regardez l'hebdomadaire du DXY. On a la moyenne mobile à 200 semaines qui a été dépassée. Donc là, le prix est au-dessus de toutes les moyennes mobiles hebdomadaires. Donc on a un puissant signal haussier finalement sur le DXY. On voit qu'il y a apparemment aucune vraiment résistance qui fait barrage au DXY. Alors, on avait cette moyenne mobile à 200 semaines qui voyait à provoquer quelques prises de bénéfices et dont le DXY s'est maintenu en dessous pendant à peu près 2 mois. Mais la semaine dernière, on a eu le breakout et là donc on va chercher une prochaine résistance majeure. Moi, la prochaine résistance majeure que je vois, vous voyez en termes de volume, c'est vers les 100 points. Alors là, on est que sur les volumes, c'est pas suffisant pour indiquer des niveaux de support de résistance majeure. Mais donc en weekly, vous voyez, on a une résistance à 97 points. C'est le S3 mensuel. C'est également là où il y a des volumes assez importants. Donc DXY parti pour aller chercher 97 points. La tendance est haussière, donc c'est dans ce sens qu'il faut se positionner sur DXY. Maintenant que là, vous voyez que finalement la divergence n'a pas fonctionné finalement. Vous voyez que là, une divergence ne fonctionne pas tout le temps. Là, on a un parfait exemple. Donc là, pour le moment, on n'a pas vraiment de signaux baissiers. Hein. On n'a pas vraiment de signaux baissiers. Donc je rappelle, la hausse du dollar alimentée par la spéculation du marché sur une hausse de la Fed, mais surtout par le rapatriement des fonds depuis les pays émergents jusque finalement aux États-Unis. On voit les marchés actions qui sont haussiers, marchés actions américains haussiers, tous les autres marchés actions sont baissiers. Le dollar est bullish, les devises émergentes sont baissières et même
les devises européennes. On voit l'euro sous pression, à part le franc où là c'est une devise refuge, mais euro sous pression, pound sous pression, même le CAD et le peso mexicain sont sous pression. Donc finalement on a vraiment le flow, on appelle ça des flows sur les marchés financiers. On a du outflow à l'international et des inflows aux États-Unis. Donc tout monte pour le moment aux États-Unis, enfin marché action et le dollar, et on va dire que à l'international globalement ça baisse, marché action et les devises. Donc voilà. Alors je vais continuer dans l'ordre logique, c'est-à-dire quelques paires majeures. Ensuite, je passerai aux matières premières puis aux indices. L'eurodoll, donc on a en hebdomadaire, je me resitue. Alors, pour information, les volumes que nous avons, c'est bien les volumes d'IG et les volumes du Forex sont disponibles sur la plateforme IG. Donc, si vous allez sur la plateforme web d'IG, alors je vais me mettre dessus. Ouais, si vous mettez sur la plateforme web, donc là on est sur l'euro-dollar et donc vous avez les volumes. Ouais, vous avez les volumes sur le Forex. Mais encore une fois, c'est les volumes de IG. C'est pas les volumes mondiaux. Faut pas, faut pas confondre. Donc voilà. Mais il n'est pas sur Pro Real Time. Ces volumes du Forex. Toutefois, bon, l'euro-dollar, je ne sais plus c'est quel auditeur qui me l'a fait repérer, mais merci en tout cas, parce que c'est vrai que l'épaule tête épaule est très très belle. Donc épaule tête épaule, ligne de coup baissière. C'est très important l'orientation de la ligne de coup. Parce qu'une ligne de coup baissière, c'est extrêmement bearish. Ça veut dire qu'on a des creux de plus en plus bas. Alors que généralement, et c'est assez rare, hein, une ligne de coup baissière pour une épaule tête-épaule. Alors que généralement, on a soit une ligne de coup horizontale ou soit légèrement haussière. Là, on a complètement ligne de coup baissière, donc signal baissier, casse sur la ligne de coup. 1,1450, vous voyez, s'il y avait qu'une seule résistance, un pivot plutôt à mettre sur notre graphique depuis 2014, vous voyez, c'est 1,1450, 1,15 cette résistance et on est passé en dessous. Là, dorénavant, on teste cette semaine la moyenne mobile à 200 semaines. Donc autant vous dire que si on a une clôture sous la moyenne mobile à 200 semaines, ce sera une nouvelle fois un signal baissier extrêmement important. Et le prochain support à viser sera 1,1187, 1,10 et potentiellement l'objectif théorique de l'épaule tête épaule à 1,06 à peu près. Voilà, donc chaque chose en son temps, mais en tout cas, ce qu'on surveille tout d'abord, c'est cette moyenne mobile à 200 semaines. Si on a une clôture en dessous, c'est direction 1,1187. En tout cas, pour le moment, vraiment la perspective me semble beaucoup plus baissière. Si on se fie que à l'analyse technique, alors certes, on a des momentum qui indiquent beaucoup de surachat sur le dollar, mais finalement, c'est pas parce qu'on a un surachat qu'on va avoir une fin de tendance. Et on l'a très bien vu sur l'or en 2016, et je vous l'ai fait voir il y a hier, il me semble, hier ou avant-hier. Souvenez-vous ici, cette période où on avait ici le RSI qui était voyé sous 30. Regardez mon curseur. En bas, RSI 28, 12, 95, 3. Et vous voyez que la baisse, elle avait duré encore eh bien de 100 dollars de Lonzor. Donc c'est pas parce qu'on a un RSI dans une phase d'excès, soit sur achat ou sur vente, qu'on va automatiquement avoir un rebond. Donc, ce que nous indique le momentum en excès, c'est qu'il y a un puissant momentum haussier ou baissier sur l'actif en question. Donc, l'eurodoll et pas mal d'autres paires majeures indiquent un dollar qui est suracheté. Là, on voit l'euro survendu face au dollar, donc c'est-à-dire que le dollar est suracheté face à l'euro. Si on l'inverse, forcément. Et donc, c'est également synonyme de baisse. Et si on regarde d'un point de vue journalier ou hebdomadaire, eh bien, nous n'avons, enfin, personnellement, si vous en avez, n'hésitez pas à les partager, mais personnellement, je vois pas de signaux bullish pour l'euro et baissier pour le dollar actuellement. Si on regarde la probabilité d'une hausse des taux, alors j'ouvre cette probabilité, hop.
Ouais, donc on va sur le site de CME Group qui vous permet d'avoir une probabilité depuis le marché enfin, depuis les Fed Funds. Donc probabilité pour septembre, 96%. Ça y est, elle est intégralement pricée, hein, finalement, cette hausse des taux. La semaine dernière, on était déjà à 96. Il y a un mois, on était à 85. Donc vous voyez, celle-ci finalement ne bouge plus. Donc le marché n'est plus influencé par cette hausse des taux, étant donné qu'elle est déjà intégrée au prix. Pour le mois de décembre, on est à 65, donc inchangé par rapport à hier, en petite baisse par rapport à la semaine dernière. Par contre, en hausse par rapport au mois de juin. En hausse par rapport au mois de juin, et ensuite, donc, on va se mettre en juin. Donc là, c'est 225, 250. On devrait être vers donc une hausse des taux au mois de juin pour le moment. 16, 16, 16. Donc donc une hausse des taux du mois de juin qui est à nouveau pricée. Donc 3 hausses des taux d'ici juin, finalement, pour un moment qui est attendu. 3 hausses des taux d'ici juin. Donc voilà, probabilité qui est stable. Finalement, donc on voit que finalement la hausse du dollar c'est clairement alimenté par le rapatriement du cash aux États-Unis. Alors, pas eu le temps de noter le lien, d'accord, je vous l'envoie. Hop. Voilà, je vous ai envoyé le lien pour avoir les probabilités. Donc l'euro-dollar, personnellement, je suis baissier. Hein. Je suis baissier. En fait, toutes les paires en dollars, hein, finalement. Toutes les paires en dollars. GBP USD, vous voyez, c'est une belle tendance baissière. Alors, je ne dis pas que c'est impossible qu'on ait des rebonds en intraday, mais finalement, le risque, il est où? Le risque, il est d'anticiper le point bas dans une tendance baissière. Je pense que c'est la pire chose à faire en tant que trader, c'est de spéculer sur le bottom d'une tendance baissière ou le top d'une tendance bullish. Autant se positionner dans le sens de la tendance. Vous voyez, une simple stratégie de clôture, alors c'est pas forcément très comment dire marrant à trader, mais simple clôture, franchissement du RSI de 50, vous voyez, donner un signal baissier dans ce cas de figure. RSI 50, signal baissier, et là on avait la tendance baissière. Vous voyez, donc il n'y a pas forcément besoin d'être un génie pour trader le forex. Je pense que l'une des pires erreurs à faire quand on trade le forex ou même n'importe les marchés financiers, c'est d'essayer d'anticiper le point bas, d'essayer d'anticiper les points de retournement. Quel rapatriement de cash, on dirait Raymond? Eh bien, rapatriement des investisseurs, on voit, regardez les marchés asiatiques, regardez n'importe quel marché en Asie, eh bien, ils sont en baisse, ces marchés. Si on regarde Hong Kong, par exemple, en baisse depuis le début de l'année. Shanghai, en baisse. Et vous voyez que c'est pas une petite baisse que nous avons. On a du moins 20%, même plus, peut-être du point haut. On a du moins 30, hein. Bourse de Shanghai qui dévisse de 25% en 6 mois. Le Japon se maintient parce que c'est une économie développée, mais, et encore, vous voyez qu'on n'a pas vraiment de tendance haussière, on est un peu dans la même situation que la zone euro, finalement. Regardez là, on a le Japon, et je vais vous mettre l'Eurostoxx dans un petit instant. Vous voyez l'Eurostoxx, c'est pareil, on a un triangle. Nikkei, c'est dans la même situation que la zone euro, étant donné que le Japon, c'est un pays développé. Enfin, c'est une économie développée. Voilà, et si vous regardez, par exemple, alors, emerging currencies. MSCI Emerging Index. Donc ça c'est, vous voyez, ça c'est le marché action. Marché action, mais bon, globalement, la tendance pour les devises des marchés émergents, c'est la même, hein, c'est en baisse. Donc finalement, on a les marchés émergents en baisse, les devises émergentes en baisse, les devises commodities en baisse. Finalement, on a presque tout qui baisse, mis à part aux États-Unis. Alors, il y a peut-être des exceptions dans certains pays, mais c'est des petits marchés. Là, je vous parle d'une tendance globale.
c'est les marchés émergents en baisse, les économies qui sont axées vers les exportations de matières premières en baisse, et ceux qui sont net exportatrices, des pays net exportateurs, pardon, vers la Chine, également en baisse parce qu'ils sont sous pression à cause de la guerre commerciale. Finalement, comme je vous l'ai dit, on a tout qui baisse, mis à part les États-Unis pour le moment. Le dollar qui est en hausse, Wall Street qui est en hausse. Alors je ne sais pas si Wall Street ça va durer, mais en tout cas le dollar est en hausse. Donc voilà, je vois pas pourquoi on essaierait dorénavant de shorter le dollar, d'autant plus que les signaux techniques sont clairement bullish. Donc voilà, GBP USD, moi je m'attends à davantage de baisse. Je m'attends à davantage de baisse, donc le S3 mensuel, vous voyez, vers 1,25 me semble clairement possible. Me semble clairement possible maintenant que les 1,30 ont été dépassés. Et vous voyez que rien ne semble empêcher la baisse de la livre. C'est pas pour autant qu'on est obligé de shorter la livre face à toutes les devises. Comme je vous l'ai dit, les devises pour moi qui sont les plus exposées finalement à la politique de Trump, parce que ce qui fait plier tous les marchés, c'est la politique de Trump, la politique commerciale avec le protectionnisme et les relations géopolitiques avec la Russie, avec la Turquie ou avec l'Iran. Vous voyez, des pays émergents. Donc finalement, tout cela peut se justifier par la politique de Donald Trump, et ça m'étonnerait que que Donald Trump décide de changer sa politique. Et donc, on devrait avoir une poursuite de la pression sur les marchés, autres que les US. Alors, les économies, on voit les plus solides comme la zone euro, l'Europe globalement, et le Japon arrivent à se maintenir. Il n'y a pas de chute. Mais on regarde en Asie, c'est presque, c'est pas un crash, mais on est quand même dans du moins 20, moins 25%. Donc c'est quand même important, très important. Donc voilà, finalement GBP/USD, vous voyez, ça peut se payer. Mais est-ce qu'on viendrait payer le GBP honnêtement dans ce contexte, bien que on a le scénario d'un hard Brexit qui a probablement été intégré dans les prix, autant payer du dollar ou du yen, vous voyez, parce que le dollar et le yen, c'est finalement les devises les plus haussières sur, on va dire, le dernier mois ou les 2 derniers mois. Même depuis le début de l'année, les deux devises les plus bullish, c'est 1 le dollar, 2 le yen. Le yen rattrape beaucoup la performance du dollar. Donc voilà, finalement, pourquoi acheter du GBP face à l'AUD alors qu'on peut on peut shorter l'AUD versus le dollar ou l'AUD versus le yen. Voilà. C'est pour ça que je propose pas de trade sur le GBP/USD, parce que, à mon sens, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus fiable de shorter la UD face au dollar ou le yen. D'ailleurs, si on regarde ce matin le cuivre, nouveau plus bas, l'or, nouveau plus bas, l'argent, nouveau plus bas. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire métaux industriels et précieux, nouveau plus bas, et donc tous les devises commodities et surtout plutôt les devises dont les économies exportent principalement des matières premières, c'est-à-dire l'AUD ou le TSAR ou le BRL, pardon, c'est-à-dire le réal brésilien. Eh bien, ces trois devises sont à shorter, sont les plus faciles à shorter. Alors l'AUD, ça fait partie des majeurs, donc on a plus tendance à shorter l'AUD, mais le TSAR ou le BRL sont également des devises extrêmement intéressantes. Donc AUD yen, AUD USD, AUD USD, vous voyez, nouveau plus bas. Donc là, on va chercher le S3 mensuel dans un premier temps, voire même très probablement les 0,70. Et même sur le graphique hebdomadaire, vous voyez, on n'a pas de tendance bullish, on n'a pas de signaux haussiers. On n'a pas de signaux haussiers. Donc là, on vient chercher 0, vous voyez, ce plus bas à 0,7165 à court terme, mais on ira très probablement chercher 0,70, voire même les plus bas de 2016. Le NZD, c'est plutôt lié au soft commodity, c'est-à-dire agriculture et le bétail. Mais bon, étant donné que l'économie néo-zélandaise, elle est quand même pas mal influencée par l'Australie, si l'AUD baisse, le NZD a de fortes chances de baisser. Donc si on regarde le NZD USD ou le NZD Yen, c'est pareil, c'est en baisse. C'est en baisse et on a un nouveau plus bas, il me semble, en intraday. Vous voyez, nouveau plus bas en intraday. Donc là, on vient chercher 0,65 au minimum à court terme. NZD Yen, pareil, c'est en baisse. C'est en baisse. Bon, là, on n'a pas un nouveau plus bas, mais finalement, tout rebond du NZD Yen, c'est plutôt très bien pour se positionner à la vente à un meilleur prix. Donc si par exemple on a un pullback
voyez, à ce récent plus bas, au plus bas de juillet, finalement, donc vers 74. Si on a un retour à 74, ça sera un niveau de prix extrêmement intéressant à shorter. Parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir une perspective haussière sur la NZD. La Banque centrale est dovish. D'ailleurs, elle a indiqué récemment qu'il y a plus de chances que le prochain mouvement, ça soit une baisse des taux qu'une hausse. Vous voyez, matières premières en baisse, économie liée à l'Australie et économie également liée à la Chine. Finalement, NZD est extrêmement exposé, impacté par les décisions politiques de Donald Trump. Tout comme l'AUD, comme je vous l'ai dit, le Tsar ou le BRL ou le rouble, vous voyez, toutes ces économies émergentes. Donc voilà, NZD Yen, NZD USD, AUD Yen, AUD USD, USD, enfin ces devises se short, USD Tsar, ça se paye. Alors Tsar Yen, ça n'existe pas, malheureusement, enfin ici, ça n'existe pas, mais bon, on a l'USD Tsar, et l'USD Tsar, eh bien écoutez, ça se paye pour shorter le Tsar. Ça se paye, donc là vous voyez on teste une oblique. Donc finalement, tout pullback, toute baisse, ça serait une opportunité pour passer à l'achat et viser des nouveaux plus hauts annuels. Voilà, donc j'espère que vous avez compris un petit peu ma vision un petit peu du marché. Mais concrètement, je suis extrêmement baissier sur les devises commodities, les devises des pays émergents, les devises dont les pays sont nets exportateurs vers la Chine, parce que ils sont extrêmement exposés à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Et à l'inverse, les devises qui se payent, c'est les devises refuges, donc yen, franc également, mais bon, franc on est sous résistance, si on regarde notre franc index, CHF index, vous voyez, on est sous cette oblique qui vient chercher les plus hauts depuis février 2016. Donc février 2016, juin 2017, février 2018, et là vous voyez on teste cette résistance. C'est pas forcément la meilleure chose à faire d'acheter le franc, même si ça reste toutefois possible. Mais on voit le yen, alors le yen index, vous voyez qu'il n'a pas clôturé en dehors de son range. Donc là on a une petite perspective baissière, c'est pour cela que à court terme, je pense que les devises que je vous ai citées, AUD, NZD, TSAR, etc., sont beaucoup plus intéressantes à shorter face au dollar, parce que le dollar n'est pas sous résistance, alors que le yen l'est. Vous voyez, hier, on a eu le DXY qui a clôturé un nouveau plus haut depuis 14 mois, alors que le yen est en petite baisse. Donc on a une respiration du yen. On a le yen sous résistance, le franc sous résistance. Donc à court terme, les perspectives sont plutôt mitigées sur le yen. D'ailleurs, si vous êtes à la vente sur les paires en yen, et donc à l'achat sur le yen, et que vous êtes sur du très court terme, à mon avis, il y aura un petit rebond des paires en yen. Il y aura un petit rebond des paires en yen avant une nouvelle baisse. Donc voilà, à court terme, vente AUD-USD, vente NZD-USD, même finalement peso mexicain face au dollar, parce qu'il y a quand même, on l'a vu, on a des bons titres dans les cas des renégociations de l'ALENA, on a des titres plutôt positifs sur le web et même finalement dans le cadre des informations qui sont publiées. Donc le marché a très probablement déjà pricé le fait qu'il y aura un accord. Donc ça m'étonnerait que si on a un accord, on a un bon du peso mexicain, parce que si on regarde l'USD MXN, c'est un peu paradoxal, mais le MXN surperforme le dollar. Vous voyez, USD MXN en baisse. Alors depuis vous voyez, quelques jours, on a une nouvelle hausse de l'USD MXN, mais on a depuis juin le peso mexicain qui surperforme le dollar. Et même depuis le début de l'année, si vous regardez, depuis le début de l'année, vous voyez là, je me suis mis au premier jour de cotation, on a cours qui est en dessous par rapport au premier jour de cotation, et donc ça veut dire que le MXN surperforme le dollar depuis le début de l'année. Vous voyez que c'est un petit peu étrange. Je dirais pas que c'est étrange, parce qu'en fait le marché spécule sur un accord, et c'est ce qu'a fait le marché. Le marché a intégré probablement dans le prix le fait qu'il y aura un accord de l'ALENA. Donc c'est pour ça que le peso mexicain surperforme. Sinon il n'y aurait pas de raison. Il n'y aurait pas de raison, parce que d'un point de vue macro, au Mexique, c'est loin d'être aussi bon qu'aux États-Unis. Donc voilà, finalement le peso mexicain a un potentiel baissier, je trouve. Donc même USD MXN ça peut se payer. Et MXN Yen, alors je ne sais pas si on l'a. MXN Yen. Ouais, MXN Yen, ça short. Hein. Là on a un rebond. On a le yen qui est sous résistance. Donc attendons que le peso mexicain revient
voyez, vers ici, vers les 6. Et à 6, ça pourra clairement se shorter ce peso mexicain jusqu'au S1 mensuel, voire même beaucoup plus bas. Pensez-vous que la volatilité va rester élevée et que de ce fait le S&P peut corriger dans les prochaines semaines? Alors la volatilité est élevée sur les pays émergents, mais n'est pas du tout élevée sur les pays développés. Et c'est cette divergence qui inquiète nombre d'analystes, dont Morgan Stanley. Morgan Stanley anticipe une hausse de la volatilité sur les pays émergents, et donc vous savez que la volatilité c'est le pire ennemi des investisseurs, donc qui dit hausse de la volatilité dit baisse des pays dit baisse pardon des actifs en question. Donc hausse de la volatilité sur les pays émergents, on va probablement avoir une hausse de la volatilité sur les pays développés, et donc finalement des marchés oui S&P qui va le S&P qui va probablement retracer. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, et je vous invite à lire mon analyse sur le VIX, qui est vraiment finalement un article qui est valable pour les prochaines semaines. Vous voyez, il est juste ici. Donc un article sur le VIX qui parle justement de cette volatilité. Eh bien, moi personnellement, je trouve que les marchés actions américains sont clairement totalement déconnectés finalement de l'international, et on le voit très bien. On le voit très bien sur les cours. Hein. On a, comme je vous l'ai dit, que les États-Unis qui sont en hausse, pardon. Tout le reste, on est en baisse, à part sur les pays développés comme la zone euro, enfin l'Europe ou le Japon, où là on se stabilise. Mais finalement, on n'a que les États-Unis qui montent. Donc, et en plus la volatilité, le VIX, on regarde, VIX pourtant est faible. Regardez pour la crise turque, on a rien eu, on a quasiment rien eu. Vous voyez, c'était le 10 où on a eu une petite hausse, on est passé de 11,7 à, vous voyez, 13,24. Alors que le flash crash, vous voyez, on avait eu une belle hausse. Donc là, on a juste à attendre. En fait, tout repli du VIX se paye, finalement. On peut pricer, on peut acheter du VIX, hein, ça s'achète. En tout cas, chez IG, vous pouvez. Vous allez sur le VIX, indice de volatilité. Et là, vous voyez, vous pouvez l'acheter. Alors, il y a une petite différence de cotation. Là, vous voyez, on a 14,7, 13,52. Mais bon, globalement, on est sur la même... vous tradez la même chose. Donc voilà, tout repli du VIX, ça peut s'acheter. Voilà. Par exemple, si on a le VIX qui revient sous sa moyenne mobile à court terme, sa moyenne mobile à 20 périodes, honnêtement, au vu de ce qui se passe sur les marchés, ça se paye, hein, clairement. Ça se paye. Voilà. Donc oui, je m'attends à une hausse de la volatilité, surtout compte tenu du fait qu'au mois d'août et au mois de septembre, généralement, on a le VIX qui est en hausse, tout comme le yen, ce qui est le cas. Et le gold également, mais le gold, en ce moment, il est impacté, comme vous le savez, par le dollar. Mais donc le VIX, normalement, est en hausse et corrélé positivement en fait au yen. Hein. Si vous regardez VIX et yen, vous avez globalement une tendance assez ressemblante. Là, je vais le superposer avec le JXY. Ouais, JXY là, hausse du VIX, hausse du GXY, baisse du VIX, baisse du GXY. Alors c'est pas corrélé à 100% parce que dans le GXY, dans le yen, on a également une influence de la part de la Banque du Japon, alors que la Banque du Japon n'a pas d'influence sur le VIX. Mais on a globalement deux actifs qui sont globalement corrélés parce que c'est deux actifs finalement qui réagissent de la même façon. Dès qu'on a une hausse de la vol, c'est l'aversion pour le risque et donc le yen qui est acheté. Voilà, donc je reviens à l'analyse technique, on vient en concret. Oui, je m'attends à une hausse de la volatilité, donc une baisse du S&P. Maintenant, je pense que c'est beaucoup plus facile d'acheter du VIX à 12, 13 dès que le VIX est en tout cas moyenne mobile à 20 périodes, à 20 jours plutôt que de shorter le S&P, parce que la volatilité peut rester stable et le S&P monter. Par contre, dès que le VIX monte, on a le S&P qui est en baisse. Donc 11 d'or, nouveau plus bas. Vous voyez, euro-dollar plus bas de l'année. GBP-USD plus bas de l'année. Gold plus bas de l'année. Cuivre plus bas de l'année. Argent plus bas de l'année. Ça fait beaucoup. Donc on voit qu'on a un puissant momentum baissier sur le dollar, haussier sur le dollar. Donc c'est vraiment pas le moment de vendre le dollar.
Donc là, on a une clôture sous les 1200. Vous voyez, c'est net, hein, finalement. C'est net. Alors, on n'a pas la clôture hebdomadaire puisque le dépassement des 1200 s'est fait lundi et non pas vendredi la semaine dernière. Donc, vous le savez, la clôture hebdomadaire sous ce seuil renforcera la perspective baissière. Mais donc là, le prochain support à court terme, c'est 1179. Donc, tout retour à 1200, ça sera une opportunité pour shorter le gold. Vous voyez, tout retour à 1200 ou à cette moyenne mobile à 20 périodes, c'est une opportunité pour shorter, oui, l'or, les métaux. Et là, le support à court terme 1180. Et honnêtement, pour être franc avec vous, tant que on a l'eurodoll en baisse, le GBP/USD en baisse, le cuivre en baisse, vous voyez les actifs majeurs finalement en baisse, parce que oui, le cuivre c'est un actif majeur, eh bien, on peut faire, on va dire, de l'arbitrage, dans le sens que si on a l'eurodoll en baisse, mais que le gold augmente, c'est pas normal. C'est pas normal et on peut anticiper une baisse. On peut justement s'attendre à une baisse de l'or. Et vice versa. Si par exemple on a le baisse de l'or, baisse du cuivre, baisse du GBP, mais que l'euro progresse, là on aura l'euro qui émettra, voyez, une divergence finalement avec ses pairs, et donc l'euro pourra se shorter. Donc faut regarder l'image de fond finalement là, l'image de fond. L'euro USD, le GBP USD, le gold, le cuivre, le DXY. Voilà. Si on a le dollar qui augmente face à ces actifs, mais qu'il n'y a qu'un seul de ces actifs qui décide de rebondir face au dollar, eh bien ce rebond sera un faux signal et donc sera une opportunité pour le shorter. Donc c'est ça que maintenant je pense qu'il faut trader tant que le dollar est haussier. C'est dès qu'il y a la moindre corrélation qui devient négative entre l'or, l'euro ou l'or, le GBP, eh bien on vend justement ce rebond. Donc voilà, l'or à court terme 1175 et je ne serais pas finalement surpris qu'on vienne chercher le 1150. Voilà, tant qu'à tendance est baissière, encore une fois, et tant que l'euro, tant que le GBP sont baissiers, il n'y a pas de raison de s'attendre à un rebond de l'or, juste de l'or, simplement de l'or. Parce que si on a un rebond de l'or, on a un rebond de l'euro. Parce que le rebond de l'or sera alimenté par la baisse du dollar. Donc si on a la baisse du dollar, vous savez que l'euro c'est la première devise qui en profite, et donc on aura une hausse. Donc je répète, si on a une hausse, une baisse de l'euro, une baisse du cuivre, une baisse du GBP/USD, mais que le gold décide un jour de rebondir, eh bien, on peut shorter clairement le rebond du gold. Voilà, donc je pense que c'est ça la meilleure stratégie à adopter tant que le dollar est haussier. Et les niveaux de support, on va dire les points bas, n'essayons pas d'anticiper le point bas qui sera fait sur l'or. Tentons plutôt de se positionner dans le sens de la tendance. C'est beaucoup plus profitable. Voilà, donc, encore une fois, si on a un retour à 1200, eh bien, cette résistance sera une opportunité pour shorter l'or. Pour le shorter et viser, vous voyez, S2 mensuel, S3, etc., etc. Voilà, donc si je devais résumer, je passe pas sur les marches actions parce que bon, il n'y a pas grand chose qui a changé, vous voyez, depuis hier, depuis le début de la semaine, on est sur support les marchés actions européens. Vous voyez, la moyenne mobile à 200 jours a été payée sur le CAC. L'Eurostoxx, on est en bas de ce triangle, à 3004 comme support. Et enfin, le DAX. Le DAX, c'est les 12003 ou 12004 qui font office de support, il me semble. Mais vous voyez, on n'a pas vraiment de hausse. La hausse est extrêmement limitée. Donc voilà. 12350, voilà. 12300, 12350, c'est le support du CAC, du DAX. Les 5386 et 5400 sont les supports, le support du CAC 40, et pour l'Eurostoxx c'est les 3400. Voilà, donc vous avez les trois zones de support à payer sur vraiment du court terme. Donc voilà, si je vais résumer, je me répète, mais c'est hausse du dollar à court terme. À court terme, on peut s'attendre à une respiration du yen et du franc suisse, étant donné que ces deux index sont sous résistance. Toutefois, la tendance de moyen terme reste haussière sur ces deux devises, étant donné qu'on est dans l'aversion pour le risque. Mais bon, on peut s'attendre à une sous-performance du yen et du franc face au dollar. Donc l'USD yen et l'USD CHF ont des chances de progresser cette semaine. D'accord. Par contre, ce qui est là où j'ai une forte conviction baissière, c'est devises Como, devises des pays émergents.
et devises dont les économies sont nettes exportatrices vers la Chine. Et ceux qui remplissent tous ces critères, comme l'AUD, eh bien c'est carte blanche pour shorter l'AUD, le NZD, voilà. Voilà donc, écoutez pour cette analyse, je pense qu'on a fait le tour. Je vois qu'il n'y a plus de questions. IG est fermé pour les analyses. Alors, écoutez, non, pas fermé pour... alors, les analystes IG ne travaillent pas, oui, aujourd'hui, étant donné que c'est férié, ils sont basés à Paris. Moi et Yoav sommes basés à Londres, et donc ça nous permet, oui, comment dire, de pouvoir proposer des analyses. Donc voilà. Voilà, écoutez, merci à vous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain matin pour mon prochain point de marché, parce que vous retrouverez Yoav Nizar ce soir pour son webinaire éducatif. Très bonne journée à vous, très bon 15 août. Et voilà, comme je vous l'ai dit, les rendez-vous du marché des investisseurs aujourd'hui, c'est l'inflation à 10h30, l'inflation du Royaume-Uni à 10h30, et à 14h30, les ventes au détail américaines. Voilà, très bonne journée à vous et à demain.